Lorsque les hommes se sont organisés en sociétés évoluées, la notion de métier est apparue, chacun se spécialisant dans une activité servant à la collectivité. Le potier fabriquant des pots bien plus que pour son seul besoin, le pêcheur pêchant des poissons pour notamment nourrir le potier. Le potier pouvait troquer ses pots contre des poissons. Très vite, l'argent fut inventé et contrôlé par l'État, afin de faciliter les échanges de biens et services. Ainsi, le potier, vendant ses pots contre de l'argent au poissonnier, pouvait acheter autre chose comme par exemple de la viande. L'argent peut donc être considéré comme une unité de travail, car elle s'échange contre des biens qui ont nécessité du travail. Ainsi, le poisson et les pots avaient une certaine valeur en pièces de monnaie. Plus le poissonnier vendait de poissons, plus il gagnait de l'argent. Aussi, si le poissonnier pêchait trop de poissons, plus que ses clients en avaient besoin, le prix du poisson allait baisser. Idem pour les pots du potier. A contrario, si la demande en poissons était forte, les prix montaient. L'inflation est la hausse du niveau général des prix, entraînant une baisse durable du pouvoir d'achat. Autrement dit, c'est une baisse de la valeur de l'argent ou une augmentation des prix. Une sous-production du potier du coin ne va pas à elle seule produire de l'inflation, mais une sous-production globalisée provoque à coup sûr de l'inflation. Baisse de l'offre de tout ce qui se vend ou augmentation de la demande de tout ce qui s'achète donne de l'inflation. Il est donc important que l'offre et la demande soient bien ajustées. Le contraire de l'inflation est la déflation. La croissance est déflationniste, car elle augmente le volume d'échanges commerciaux. Le potier va vendre plus de pots, le poissonnier plus de poissons. Ils auront plus d'argent, à condition que l'on crée plus de monnaie. Sinon, ils n'auront pas plus d'argent, mais la valeur de cet argent aura augmenté. C'est la déflation. L'inflation est plus un problème pour ceux qui possèdent beaucoup d'argent que pour ceux qui n'en ont pas ou peu. Et il y a aussi plus un problème pour ceux qui prêtent que pour ceux qui empruntent. Vos dettes fondent grâce à l'inflation. L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. En grignotant la valeur de l'argent, l'inflation est perçue par les rentiers comme une taxe sur la fortune. C'est comme s'ils possédaient alors une monnaie fondante, fondant d'autant plus que l'inflation est forte. Rappelez-vous que l'argent est une unité de travail. Si trop d'argent est créé sans que le travail ou la productivité de ce travail soit augmentée, alors la valeur de l'argent baisse par l'inflation. Imaginez que les potiers et les poissonniers fassent grève, car ils veulent gagner plus d'argent. L'État fabriquera alors de l'argent pour leur acheter leurs poissons et leurs pots plus chers. Mais lorsque le potier voudra acheter du poisson, il devra le payer plus cher aussi. Ainsi, l'augmentation du salaire du potier ne lui permet pas d'acheter plus de poissons. L'augmentation des salaires, s'il est généralisé, provoque une inflation qui annule l'augmentation du pouvoir d'achat espéré. Car dans ce cas, la quantité de travail ou de productivité n'a pas augmenté, donc le pouvoir d'achat ne peut augmenter. Le travail en lui-même est une marchandise. Le principe de l'offre et de la demande s'applique aussi au travail. Plus il y a du travail, plus ce travail doit être rémunéré, car les entreprises devront mieux rémunérer les salariés pour pouvoir les garder ou les embaucher. Ainsi, le plein emploi est inflationniste. Les gens gagnent plus d'argent, mais la fabrication des biens de consommation coûte plus cher, donc les prix augmentent. A l'inverse, lorsque le chômage est élevé, les salaires stagnent ou baissent, le chômage est déflationniste. La vérité est qu'il faut des pauvres et des travailleurs bon marché pour limiter l'inflation. La richesse est relative. Pour qu'il y ait des riches, il faut des pauvres. Autrement dit, il est nécessaire de garder un taux de chômage élevé pour corriger l'inflation. C'est la fonction cachée des directeurs actuels des banques centrales. Les banques centrales sont devenues des organismes indépendants ayant pour objectif de rationaliser la création monétaire afin de limiter l'inflation. Ce principe a permis de retirer des mains de nos gouvernements tout le pouvoir associé au contrôle de la monnaie. Jean-Claude Trichet fut gouverneur de la Banque centrale française entre 1993 et 2003. Il a tellement bien fait son travail qu'il est devenu directeur de la Banque centrale européenne.
son boulot est d'augmenter la masse monétaire de moins de 4,5% par an et ainsi de limiter l'inflation à 2% par an. Nous parlons ici de la définition moderne de l'inflation. L'inflation se définit normalement comme une hausse durable du niveau général de tous les prix, c'est-à-dire des prix de tout ce qui s'échange, s'achète et se vend. Dans les faits, les chiffres d'inflation communiqués en boucle dans les médias correspondent, en fait, à la hausse des prix à la consommation. C'est ainsi que tous les prix de tous les produits échangés ne sont pas pris en compte. Sont ainsi soigneusement exclus des calculs les prix de ce que l'on appelle fort à propos l'investissement. Cette interprétation restrictive de l'inflation qui exclut tout ce qui est investissement n'est pas sans conséquence. Exclure les prix de l'immobilier, mais aussi tous les prix des actifs financiers dans une période où la sphère financière est devenue dominante n'est pas négligeable. Il y a inflation et inflation. Que l'immobilier grimpe au ciel ou que Jean-Pierre Gaillard s'étrangle de joie parce que le CAC 40 a grimpé de 25% en 2005, ceci n'est pas de l'inflation. Enfin pas de la mauvaise. Non, celle-là c'est de la bonne, celle qui n'euthanise pas les rentiers, et pour cause, celle-là crée de la rente. La mauvaise, c'est celle que voit le bas peuple, qui le fait grogner et réclamer des hausses de salaire pour maintenir son pouvoir d'achat. Or, l'objectif des 2% d'inflation a été tenu pendant toutes ces années trichées. Cependant, la masse monétaire augmente de 8% par an dans la zone euro, au lieu des 4,5% promis. Jamais une année, la BCE n'a tenu son objectif de 4,5%, toujours au-dessus et pas qu'un peu. Résultat, par rapport à la progression théorique visée en 1998, ce sont environ 20% d'euros en trop qui ont été créés et mis en circulation, soit près de 1000 milliards d'euros sur une masse monétaire totale d'environ 6000 milliards. Mais si l'inflation est restée contenue, où est passé cet argent? Eh bien dans les produits immobiliers et financiers en pleine inflation ces dernières années. En clair, de l'argent il y en a, et même il y en a trop. Les bénéfices des grands groupes s'accumulent et ne s'investissent plus, si ce n'est pour racheter pour des sommes considérables leurs propres actions. Les grands groupes ne savent plus quoi faire de leur montagne d'argent accumulée. Cette situation est largement due aux banques centrales qui ont favorisé la création d'argent facile, à l'origine des bulles boursières et immobilières. Car ne croyez pas que la BCE fasse cavalier seul dans cet étrange paradoxe. Depuis 10 ans, son homologue américain, la Fed, a juste contribué à doubler la quantité de dollars en circulation dans le monde. Comme le mécanisme n'est pas près de s'arrêter, la Fed a trouvé un moyen radical pour qu'on ne vienne plus la titiller sur ce sujet gênant. À partir du 23 mars 2006, elle ne publiera plus les chiffres de la masse monétaire. Pour éviter que l'État ne fasse tourner la planche à billets, certains, les vrais maîtres du monde, ont réussi à partir de la fin des années 60, mais surtout au cours des décennies suivantes, à retirer la fameuse planche des mains des représentants du peuple pour la mettre dans les mains plus sûres, pour eux. Et voilà que sitôt fait, la planche à billets se remet à tourner de plus belle. Ce nouvel argent, créé au travers des crédits accordés à certains, rentre dans l'économie par l'ingénierie financière développée ces dernières années au bénéfice d'une minorité d'investisseurs. Vous commencez, je pense, à comprendre pourquoi le chômage est si important, car il importe bien sûr que ce nouvel argent ne perde pas de sa valeur. Ces symboles en papier et en métal, que nous appelons l'argent, sont en fait fabriqués par une agence fédérale, la monnaie. Mais la plus grosse quantité d'argent en circulation n'est pas fabriquée par la monnaie. Tous les jours, des montants colossaux d'argent sont créés par des entreprises privées, par les banques. On croit souvent que les banques prêtent l'argent,
que les déposants leur ont confié. Mais pas du tout. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent, pas à partir de leurs bénéfices, ni à partir de l'argent déposé, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs. Au fil de l'histoire, l'argent a pris bien des formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelles, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. L'or et l'argent étaient des métaux attrayants, faciles à travailler. Certaines cultures sont devenues expertes dans ce travail. En frappant des pièces de monnaie, unité standard dont le poids et la pureté étaient certifiés, les orfèvres ont facilité le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte. Les villageois sont venus frapper à sa porte. Ils voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur bien en sécurité. L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte. La location lui a rapporté un petit bénéfice. Les années sont passées et notre orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et ils ne venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur le marché comme s'ils étaient véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que les lourdes pièces et les montants pouvaient tout simplement être écrits au lieu d'être comptés laborieusement. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire. Il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus de gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors, l'orfèvre a eu une idée plus géniale encore. Il savait que ces déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or. Il a donc pensé qu'il pouvait faire des prêts couverts par l'or de ces déposants. Aussi longtemps que les emprunts seraient remboursés, les déposants n'en sauraient rien. Et l'orfèvre, maintenant plus banquier qu'artisan, ferait de gros bénéfices. Pendant des années, en secret, l'orfèvre a tiré de bons revenus des intérêts sur les dépôts de ses clients. Maintenant gros prêteur, il devenait sans cesse plus riche et il commençait à étaler ses richesses. Les gens l'ont alors soupçonné de dépenser l'argent de ses déposants. Ensemble, ils l'ont menacé de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine.